Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le gouvernement princier lance ses rendez-vous de l'attractivité. Ces sessions doivent permettre de discuter de solutions pour co-construire le Monaco de demain. Nous entendrons dans quelques instants Ludmila Racona-Le Goff, déléguée en charge de l'attractivité. La session 2026 du Conseil national des jeunes est lancée. La soirée d'investiture de la nouvelle promotion a eu lieu hier soir. Tout au long de l'année, 6 lycéens vont travailler sur un thème, Monaco et les défis du digital. Alors que la Roca Team reçoit Fenerbahçe demain en Euroleague, Terry Tarpé est allé à la rencontre des enfants de l'IM2S, une opération menée par l'association Les Smileys Monaco. Dans ce journal, ce soir, nous recevrons le sociologue Marc Joly. Il était l'invité des rencontres philosophiques pour parler de la notion de perversion. Et nous nous intéresserons également ce soir à ce geste à la fois éco-responsable et solidaire de la roseraie Princesse Grasse, avec la vente de certains de ses rosiers au profit de la Fondation Princesse Grasse. Mais avant de développer ces titres, un mot sur cet accident qui a fait au moins 22 morts et une quinzaine de blessés à Fès au Maroc. 2 immeubles se sont effondrés dans la nuit de mardi à mercredi. Par une dépêche adressée au roi Mohamed VI, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a fait part de sa profonde émotion. Il a tenu à exprimer au peuple marocain sa solidarité et sa compassion. Il a salué également l'engagement, je cite, remarquable des équipes de secours mobilisées depuis les premières heures. Elle est primordiale pour attirer de nombreux résidents ou des entrepreneurs en principauté et repose sur un ensemble de facteurs. L'attractivité contribue à faire d'un pays un lieu où il fait bon vivre et où il est bon d'investir. Aujourd'hui, la déléguée en charge de l'attractivité auprès du ministre d'État a réuni l'ensemble des représentants des différents secteurs d'activité de Monaco pour les tout premiers rendez-vous de l'attractivité. Objectif, renforcer le dialogue et la collaboration avec le gouvernement princier. Les explications de Ludmila Racona-Le Goff au micro de Juliette Rappert. Je me suis dit que plutôt que de continuer à avoir ces discussions isolées en one-to-one ou en petits groupes, il était peut-être intéressant de rassembler tout le monde, de mettre tout le monde dans la même pièce, en l'occurrence aujourd'hui, puis tout le monde autour de la table, pour continuer à discuter et pour creuser véritablement tous les sujets. Je pense que pour avancer de façon solide et de façon efficace, il faut d'abord poser une méthode de travail. Donc on a beaucoup parlé méthode. J'ai également présenté les 3 thèmes sur lesquels je souhaite que nous orientons nos réflexions. Donc la relation entre les entreprises et l'État, les conditions de développement économique et l'image de la principauté de Monaco et la perception qu'à l'extérieur de la principauté de Monaco. Le bilan est plutôt positif. J'ai senti une volonté d'y aller, une volonté d'avancer ensemble, une volonté de co-construire. Le ministre d'État l'a dit lui-même, il souhaite que les choses avancent et il a confirmé l'écoute et la disponibilité du gouvernement. Donc je pense que nous allons pouvoir travailler de façon très efficace avec l'ensemble des personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui toutes ont exprimé leur envie de collaborer. Quand la jeunesse fait entendre sa voix dans l'hémicycle, depuis quelques années, la Haute Assemblée associe les lycéens de la Principauté au débat des grands enjeux actuels. C'est ainsi qu'elle a mis en place le Conseil national des jeunes. La promotion 2025-2026 vient d'être investie. Les détails de Chrisinda Petit-Homel et Alexandra Paolini. Hier soir, le Conseil national a lancé la nouvelle édition du Conseil national des jeunes lors d'une séance d'investiture. 6 jeunes, au total 4 filles et 2 garçons, ont pris la parole pour partager leurs attentes et leurs idées pour Monaco. Tous sont directement concernés par les évolutions à venir et souhaitent contribuer à construire un avenir qui leur ressemble. Le CNJ, c'est une chance rare. Ça nous permet de faire parler les jeunes, d'avoir vraiment une voix qui compte au sein de la principauté monégasque. Encore plus sur cette année, le thème est Monaco et les défis du digital. C'est un thème dont les jeunes sont vraiment en première ligne. Le digital, on vit avec, on a toujours grandi avec et c'est peut-être un peu plus compliqué pour des gens qui sont
un peu plus âgés, de vraiment comprendre ce sujet-là auquel on peut vraiment apporter notre voix. Un sujet essentiel donc pour cette jeune génération qui voit dans le numérique et l'innovation des opportunités majeures pour la principauté. On n'a pas encore décidé un projet précis, mais je suis sûr qu'on va en discuter, qu'on va trouver une thématique qui saura nous plaire et qu'on saura défendre au mieux. Il y a quelque chose qui est souvent, surtout en tant que jeune, c'est l'intelligence artificielle et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très important, surtout pour nous, pour le futur monégasque aussi. Donc j'ai l'impression que c'est ça le plus important et ce serait sur ça que j'aimerais travailler cette année-là. Mes idées principales sont d'intégrer des cours de cybersécurité parce que il y a beaucoup de cyberattaques qui sont de plus en plus sophistiquées, que ce soit à Monaco ou même mondialement, mais également des concours pour inciter à la créativité des jeunes au sein des établissements scolaires. Une nouvelle promotion engagée et tournée vers l'avenir qui entend bien faire entendre la voix de la jeunesse monégasque. Avec cette promotion, le Conseil national des jeunes affirme une fois de plus sa volonté de donner la parole à celles et à ceux qui construiront le Monaco de demain. Mouvement de grève aujourd'hui en Principauté. L'Union des syndicats de Monaco avait lancé un appel au rassemblement pour faire entendre ses revendications. Entre 700 et 900 personnes se sont ainsi réunies sur le parvis Sainte-Dévote. Le reportage d'Alexandra Pani et Alexandra Paolini. Ils sont descendus dans la rue pour signifier leur inquiétude face à la réforme des retraites, appuyer le maintien aux caisses sociales monégasques pour les retraités ou encore la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel monégasque de l'ordre de 2 588 €. Salariés et retraités, du privé comme du public, étaient unis pour faire entendre leur voix ce jeudi. C'est vrai que Monaco est un pays prospère, les salariés doivent profiter du fruit de leur travail. Parce qu'on participe à ça, grandement, de notre point de vue. Et aussi, on n'oublie pas nos retraités qui ont contribué aussi. Et que c'est normal qu'ils aient un pouvoir d'achat décent, sachant qu'on est quand même dans une région qui est extrêmement chère, où tout explose. Et nous, il est de notre devoir de maintenir un pouvoir d'achat digne pour les salariés. C'est toujours d'avoir un SMIM qui correspond aux besoins des salariés, qu'on avait fait à partir d'une étude et qui n'est pas du tout un chiffre qu'on a sorti d'un chapeau. Et nous estimons que les salariés, c'est le minimum pour bien vivre dans la région. La majorité des syndicats de la Principauté ont répondu à l'appel de l'USM. Les retraités, la fonction publique, mais aussi les métiers de l'hôtellerie, la restauration, la conciergerie, la chimie plastique ou encore les métaux. Un appel à la grève pourra être reconduit en fonction des discussions qui suivront avec le gouvernement et le patronat. En basket, 6 mois après la finale d'Euroleague perdue face à Fenerbahçe, la Roca Team retrouve les Stambouliotes vendredi soir à Gaston-Médecin à l'occasion de la 15e journée de saison régulière. Avant ce choc entre deux équipes très en forme, Frédéric Elion est allé recueillir les impressions de l'ailier Alpha Diallo et l'entraîneur Vassilis Panoulis. Definitely something that eats at you. It was a game that, we were right there, so close to winning the EuroLeague championship. But, Fener's a really tough team. So we used that as motivation, not just for tomorrow's game, but for the whole season, to get back to that. A reaction after the two losses that we have in Belgrade. We could win both games in Belgrade, but, everything happened for a reason. We lost 2 games, so, we show character, and this is more important than to make a win at this time of the season. We show character, we talk, we show video, we practice, and we figure out. And it was big for us, and now the next step for us is to stay consistent and to forget these wins, like we forget the losses, to forget the wins, to be balanced, like emotionally, and to play one more game in our home, important game that we want to win this game. We really played a good amount of defense, and then we shared the ball really well. I think we broke some records in assists and stuff like that, so just continuing to rebound the ball at a high clip, and I think that's going to help us have a good result for tomorrow. Et quelques jours avant la réception de Fenerbahçe, Terry Tarpé est allé à la rencontre des enfants à l'IM2S, une opération réalisée en partenariat entre la Roca Team et l'association Les Smileys Monaco, Frédéric Elion et Alexandra Paolini. Depuis 2021, l'association Les Smileys Monaco œuvre à soutenir, réconforter et apaiser les enfants hospitalisés dans les différents établissements de santé de la Principauté.
Dans le cadre du partenariat communautaire entre les Smileys et la Roca Team, Thierry Tarpé, international français et joueur de l'AS Monaco Basket, s'est rendu à l'IM2S mercredi pour être sur le terrain avec les bénévoles et les enfants. C'est top, c'est toujours bon de passer un bon moment avec les enfants, avec les gens qui arrivent à l'hôpital. C'est important d'être connecté avec la communauté. C'est encore un step pour la Roca Team à faire ça. Toi, tu as des enfants, justement, ça te touche encore plus, ce genre de cause? Ouais, bien sûr. Je peux voir clairement comment le Smiley peut aider ma fille. C'est sûr qu'on va à le médecin, c'est pas toujours facile pour les enfants, mais encore avec un peu d'aide, avec un peu de Smiley, de série, ça peut aider, c'est sûr. L'année dernière, Donatas Motiejounas avait accompagné les bénévoles au CHPG et fait la découverte de la désormais célèbre mascotte des Smileys, cette petite poupée blanche aux oreilles de couleur qui rassure les enfants et permet de faciliter les soins. Alors blanche parce que les enfants peuvent dessiner dessus. C'est aussi un outil de médiation pour les rassurer, pour montrer où ils ont mal. Le soignant peut également faire les soins à la mascotte avant de les faire à l'enfant. Donc c'est un côté rassurant et de médiation. C'est un objet de médiation médicale. Voilà. On en distribue par centaines, plusieurs centaines chaque année. Donc c'est distribué sur les CHPG, sur l'IM2S, sur le centre cardio-thoracique, à la sûreté publique et aux pompiers également, et enfin au centre médico-psychologique de Monaco. Pour subventionner l'achat de ces mascottes, l'association organise différents événements. Le prochain aura lieu le 22 décembre rue Caroline, avec plein d'activités et d'ateliers pour les enfants. Les fonds récoltés permettront d'acheter ces mascottes et donc d'aider et soutenir les enfants. En football, l'AS Monaco a ouvert les portes de son centre de performance et de son académie aux représentants de ses 3 clubs partenaires, le FC Versailles, l'AS Saint-Priest et l'AS Aix-en-Provence. Ce séminaire s'est déroulé en début de semaine et a pour but d'échanger sur les méthodes de formation. Un partage de savoir-faire et d'expérience qu'ont suivi pour vous Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. 6 entraîneurs issus des catégories U14 à U19 des clubs partenaires de l'AS Monaco FC sont venus découvrir de l'intérieur le fonctionnement de l'un des centres de formation les plus reconnus de France. C'est beaucoup d'échanges, comme le séminaire d'aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui sont établis sur la saison dans les différents clubs. Donc il y en avait déjà eu un qui avait eu lieu à Saint-Priest il y a quelques semaines. Là aujourd'hui, celui-ci a lieu à Monaco. Puis il y en aura 3 autres, avec aussi dans les autres clubs, donc de Versailles et d'Aix-en-Provence. Et puis un deuxième qui aura lieu également ici. Donc c'est beaucoup d'échanges sur les méthodologies, sur les différentes approches de travail, etc. Que ce soit de Monaco vers nous, mais aussi de nous, club amateur, vers Monaco, qui est un peu la pièce centrale de ce partenariat. C'est vrai qu'il y a énormément de clubs qui nous ont sollicités pour être club partenaire. Voilà, après l'image de Monaco, de la Principauté, le club de Versailles, une ville royale. Donc c'est vrai que le lien se fait un petit peu instinctivement. Au départ, c'est peut-être un rapprochement de villes un peu qui se ressemblent, une ville historique comme Versailles et puis une principauté comme Monaco, qui a fait aussi ce rapprochement en termes d'image, et puis de clubs qui se correspondent aussi en termes de valeurs. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que s'est créé ce partenariat. Au programme, immersion totale, séances d'entraînement observées de près, ateliers tactiques, présentation des outils utilisés au quotidien et temps d'échange avec les formateurs monégasques. L'objectif est clair, partager la philosophie de formation du club et renforcer les liens entre les structures partenaires. Ils sont demandeurs de savoir et de connaître un petit peu le fonctionnement d'un club professionnel. Nous, on les fait échanger avec nos acteurs principaux, l'ensemble de nos staffs, l'ensemble de nos référents, que ce soit médical, mais également socio-éducatif, scolaire, dans le recrutement. Donc ça, je pense qu'ils ont un besoin de savoir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Et puis le deuxième point, c'est de parler technique, quoi. C'est-à-dire d'avoir des experts qui échangent sur des situations d'entraînement, sur aujourd'hui la mise en place d'une certaine méthodologie d'entraînement, comment intégrer des principes de jeu, des plans de jeu, des projets de jeu, parce qu'aujourd'hui c'est la mode de parler de tout ça. Le prochain séminaire se déroulera le 31 janvier au FC Versailles, après un match entre les U16 de Lille et de l'AS Monaco FC.
Après la fidélité, les relations frères-sœurs, c'est le thème de la perversion qui a été choisi par les rencontres philosophiques pour son 3e et dernier rendez-vous de 2025. Sur scène, le sociologue Marc Joly a développé cette notion qui peut se décliner sous différentes formes. L'auteur notamment de la perversion narcissique, études sociologiques, et de la pensée perverse au pouvoir, est avec nous en duplex ce soir. Bonsoir Marc Joly. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir pour parler de cette notion de perversion, une notion que vous avez longuement étudiée et qui a été le thème central de plusieurs de vos ouvrages. C'est un thème à prendre très au sérieux. C'est un thème qu'il faut prendre très au sérieux, que personnellement j'ai pris au sérieux dès le début de ma recherche, qui portait sur une catégorie spécifique, une catégorie psychanalytique, qui est celle de perversion narcissique. Donc ça m'a intéressé de savoir d'où venait cette catégorie et quels usages les gens en font. Oui, justement, vous êtes revenu jusqu'à la généalogie de cette notion. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? C'est la création d'un psychiatre et psychanalyste qui s'appelait Paul Kodrakamier, qui a essentiellement travaillé sur les psychoses, les jeunes psychotiques, et qui a progressivement réfléchi au lien entre la psychose et la perversion. Au début, il parlait de perversion de caractère, puis il a conceptualisé, à partir de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, la catégorie de perversion narcissique. Et comment aujourd'hui on pourrait définir cette perversion narcissique ? Alors, il y a la définition canonique, on va dire, de Paul Kodrakamier, qui est une définition très précise. Il met vraiment l'accent sur un mécanisme par lequel une personne utilise une autre personne comme faire-valoir pour se débarrasser de ses propres affects négatifs, de certains affects qu'elle n'arrive pas à travailler. Donc c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'interaction, et c'est la grande originalité de Rakamier dans la psychanalyse, c'est d'avoir eu une topique, comme il disait, interactive. Et les usages qui se sont développés de cette catégorie se sont centrés vraiment sur l'idée de manipulation toxique dans les couples, essentiellement. Donc ça a aidé à mettre des mots sur des vécus de violences conjugales assez spécifiques à partir de la fin des années 90, début des années 2000. Et vous en parlez comme un phénomène social, pourquoi ? C'est un phénomène social parce que d'abord, il y a des usages qu'on peut presque dénombrer si on fait par exemple de l'analyse textuelle. Donc on se rend compte que c'est très présent dans les médias, dans les discussions des gens, dans les productions culturelles, livres, films, etc. Donc ça existe, le mot existe dans la société. Et ensuite, le mot, il a fait l'objet d'usages qui ne sont pas des usages, on va dire, qui se font n'importe comment, mais qui répondent à des besoins. Et ces besoins, c'est de mettre des mots sur des relations asymétriques, mais qui débutent souvent sur un mode égalitaire, de compréhension mutuelle, et puis ça déraille. Et c'est le besoin de mettre des mots sur des relations qui déraillent qui explique sans doute le succès de cette catégorie à un moment donné. Oui, on l'entend dans vos propos, cette notion est liée aux normes d'égalité dans la société et dans le couple également. Oui, en fait, c'est une notion qui aide à mettre des mots sur ce qu'on perçoit comme une déviance par rapport à cette norme d'égalité, par rapport à ce qu'on perçoit comme une manipulation de cette norme, un retournement de cette norme, des usages complètement pervertis. Par exemple, une norme comme celle de la coparentalité après la séparation, c'est normalement une norme qui est censée assurer l'égalité entre les deux parents et garantir l'intérêt de l'enfant. Et en fait, on se rend compte que cette norme peut être complètement utilisée comme un instrument de contrôle et de pouvoir, en particulier par des pères séparés. Et il est important aussi de débattre autour de cette notion, comme dans un rendez-vous tel que les rencontres philosophiques, de mettre la perversion au centre de la... Je pense que c'est important, déjà parce que la perversion, ça fait peur. Donc il faut la démythifier et il faut montrer que c'est un phénomène social, qu'il y a des raisons sociales, sociologiques, qui font que des comportements de type pervers tendent à prévaloir. Eh bien, merci beaucoup, Marc Joly, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Du renouveau à la roseraie Princesse Grace, les rosiers qui ont participé au concours international de roses en mai dernier sortent de terre pour laisser place aux plantes qui participeront à la prochaine édition. Dans une démarche éco-responsable et solidaire, ces rosiers étaient mis en vente au profit de la Fondation Princesse Grace. Le reportage d'Alexandra Pani, Thomas Deus et Chiara Scotti. Ici, il y a tous les rosiers, vous choisissez le numéro
que vous voulez et après on vous le prépare en sac. Près de 70 rosiers étaient disponibles à la vente pour la modique somme de 10 €. Une vente caritative organisée en faveur de la Fondation Princesse Grace. Ces rosiers sont arrivés il y a 1 an pour le concours de la roseraie Princesse Grace, un concours de rosiers en pot. Alors c'est plusieurs planteurs qui les ont envoyés gratuitement. Après on les a entretenus ici à la pépinière de Aise et après le concours s'est déroulé ici à la roseraie. Et aujourd'hui on vend ces mêmes rosiers pour faire de la place pour 2026, le nouveau concours. Premier arrivé, premier servi, les acheteurs choisissent le rosier qu'ils préfèrent sur les bons conseils des jardiniers. Il y a plusieurs variétés de rosiers et il y a des multifloras, des miniatures et des hybrides de thé. Alors il faut enlever les branches qui sont au milieu, laisser vraiment 3 bonnes branches des charpentières et rabattre vers 3-4 yeux. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez, un œil c'est ça. Oui. Voilà, vraiment au plus bas. Ça, chaque hiver, vous faites ça ? Chaque hiver, on fait ça, oui. Et bien entendu, les arroser copieusement et leur offrir beaucoup d'ensoleillement. Les jardiniers présents étaient là aussi pour offrir ces précieuses recommandations. Merci beaucoup. Merci à vous. Musique à présent avec ce concert de Noël donné par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'église Saint-Charles hier soir. Le programme aura séduit de nombreux mélomanes, comme vous le redate José Sacré dans ce reportage réalisé avec Sylvain Péroumal. Cadeau de Noël de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo aux mélomanes de Monaco et de la région. Chaque année, à la mi-décembre, un concert gratuit est organisé dans une église de la Principauté. Mercredi 10 décembre, c'est dans une église Saint-Charles archicomble que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a proposé un programme de toute beauté sous la direction de Peter Sutz, qui est habituellement chef d'attaque des seconds violons de l'orchestre. C'est toujours un grand défi, c'est pas facile parce que on sort de notre fonction et il faut créer une ambiance qui est à la fois très concentrée et très efficace, mais quand même pas rigide. Donc c'est une question plutôt psychologique, comment on trouve le bon manière de travailler. Le concert s'est terminé par un chef-d'œuvre de la musique, le Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Un événement à présent à noter dans vos agendas. Le 16 décembre prochain, le restaurant Marius accueillera un spectacle de cabaret contemporain mettant en scène des artistes transformistes. L'intégralité du prix d'entrée de cette soirée sera reversée à l'association Fightheads Monaco qui lutte contre le VIH-Sida et qui est présidée, comme vous le savez, par la princesse Stéphanie. L'ancien diplomate et homme d'État monégasque Jacques Boisson a tenu une conférence hier à l'Automobile Club de Monaco. Il a présenté son ouvrage autobiographique qui retrace sa carrière au service de la principauté. Jacques Boisson a notamment été le premier ambassadeur de Monaco auprès de l'ONU en 1993, puis secrétaire d'État auprès du prince Albert II de 2008 à 2022. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et la toute nouvelle médiathèque Caroline qui a ouvert ses portes officiellement aujourd'hui. Un espace moderne et spacieux qui propose déjà un riche programme à découvrir sur le site officiel de la médiathèque. Demain, retrouvez Sarah Inkari à la présentation de votre JT. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info.
Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous. De la grisaille demain, mais de courte durée puisque le ciel va rapidement se dégager pour laisser place à un beau temps peu nuageux l'après-midi. Des éclaircies, pas de vent, pas de pluie et des températures encore une fois largement clémentes pour un mois de décembre. 10 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Le vendredi 12 décembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Chantal. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.